débat sur desserrer l'étreinte du déficit public et du déficit extérieur, peut-être avec un accent un peu plus fort sur le déficit extérieur et sur le thème emploi, retraite, fiscalité, travailler plus pour produire plus, c'est-à-dire produire plus en France. Comment fait-on pour produire plus en France? Est-ce qu'il faut une nouvelle politique de l'emploi, une nouvelle politique sur les retraites, une nouvelle politique fiscale? Chacun donnera son avis. Pour le faire, une table de ronde, une table de 5 personnes, un tout petit peu moins que précédemment, mais ça ne vous donnera pas tellement plus de temps, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait que la salle puisse poser quelques questions. C'est le but du jeu aussi. On va commencer par Francis Kamars, qui est directeur du CREST, professeur d'économie à l'école, et co-auteur avec Pierre Cahut. Vous pouvez le lire aussi là. Pas besoin de... Bref, c'est un économiste réputé et que je connais amicalement. Ensuite, Philippe François, qui est ingénieur et consultant à l'IFRAP. Je le dis dans l'ordre d'apparition en scène. Jacques Bichot, professeur émérite à l'université Lyon 3, Jean Moulin, et auteur d'un dictionnaire de la réforme sur les retraites. Ensuite, Alain Mathieu, président de Contribuables Associés et auteur de différents livres, mais dernièrement Les mythes qui ruinent la France, aux éditions du CRI, décembre. Et enfin, Bernard Zimmern, ancien élève de l'ENA et président du FRAP, président fondateur de l'IFRAP. Voilà, à Francis, 6-7 minutes peut-être. Oui. Si tu peux. Je ferai ce que tu me demandes. C'est très obéissant, c'est parfait. À toi donc. J'ai contrôle de ce machin ou pas du tout? Ah, normalement, oui. Je lève la main, laquelle? La gauche, la droite? Celle du milieu? Ok, donc, bonjour. J'arrive pas à me définir comme X76 parce que c'est un truc que j'ai eu à 18 ans et dans le fond, c'est comme si on était gelé à cet âge et que plus rien ne comptait après. Et dans le fond, les seules choses dont je sois vraiment fier, c'est mes travaux de recherche qui continuent à produire, j'espère. Et ces travaux de recherche ont valu à 2 professeurs, c'était Pierre Cahut et moi-même, d'être commissionnés pour écrire un rapport sur la réforme du marché du travail. Et dans le fond, on a écrit un rapport qui était prêt fin 2004, écrit en toute liberté, qui reflétait notre vue d'économiste et qui, de ce point de vue, était indépendant des opinions politiques que nous avons, Pierre Cahut comme moi-même. Contrairement à l'idée que j'entendais tout à l'heure par des gens bien intentionnés et qui se moquaient des économistes, le métier d'économiste ressemble peu à cette vision que peuvent avoir la vision café du commerce, qui est un peu décrite ici. En général, nous travaillons avec des données microéconomiques. Vous savez, pour ceux qui ont été chefs d'entreprise, vous remplissez des déclarations annuelles de données sociales, enfin pas vous, mais vos comptables. Ces données, on les obtient, on travaille dessus. Quand je regarde ce qui se passe dans le commerce de détail, je collecte à la main l'ensemble des demandes d'ouverture de supermarchés, celles qui ont été acceptées, celles qui ont été refusées. Et on fait un travail qui dure 5 à 10 ans pour répondre à une question empirique et non pas une question théorique sur est-ce que la loi Royer, par exemple, que vous connaissez tous, a créé de l'emploi, tué de l'emploi, quel effet ça a eu sur les prix? Et on a des réponses empiriques. Et donc, c'était pour nous un élément extrêmement important, dans le fond, des réponses non idéologiques à des questions importantes pour l'économie française. Et c'est ce que j'enseigne à l'IX. Comment faire pour répondre à des questions non idéologiques, mais que tout le monde se pose, qui sont parfois des questions de droite, parfois des questions de gauche, et on veut avoir des réponses fondées sur des données. Donc c'est ça, dans le fond, qu'on a mis, parce qu'on avait 15-20 ans d'expérience sur le marché du travail en France, avec des travaux à la fois de chercheurs français, de chercheurs, il y a une génération de gens de très bon niveau qui ont maintenant 50 ans, qui ont fait des travaux extrêmement intéressants, qui sont parmi les leaders mondiaux sur le marché du travail, et donc on avait des réponses intéressantes. Et ce sur quoi on insistait, c'était la nécessité de réformes coordonnées, parce que toutes ces questions ne sont pas simples et ont des interactions.
On parlait de l'unification de NPE UNEDIC, ce qui a été fait. On parlait de l'entrée sur le marché des biens, professions et diplômes, ce qui n'a pas été fait, qui a été évoqué précédemment par M. Prudhomme. Je corrigerai quelques inexactitudes, et des contrats de travail, ce qui aussi est un point. Je parlerai peu de ce dernier point, je parlerai essentiellement du deuxième, parce qu'il me semble extrêmement important dans le fond, et vous allez comprendre pourquoi. Dans le fond, qu'est-ce que c'est que... Comment est-ce qu'on veut tous que la croissance ait lieu? On veut qu'il y ait de la croissance de l'emploi, et dans le fond, qu'est-ce qui est la source de ça? La croissance de tout ça, c'est, et encore une fois, les travaux empiriques le démontrent, c'est la croissance de la productivité. Qu'est-ce qui fait croître la productivité? C'est l'innovation. Et comment est-ce que l'innovation naît? Est-ce que ce sont... J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait travaillé chez Air France. Est-ce que c'est Air France qui va se transformer en Ryanair? Ou est-ce que c'est Ryanair qui rentre et qui prend du marché à Air France et qui croît? Eh bien, malheureusement pour Air France, c'est le deuxième terme de l'alternative qui est validé dans les données. Je n'ai pas d'a priori empirique, encore une fois. C'est ce qu'on trouve dans les données. Ce sont les nouveaux entrants qui poussent et qui font parfois mourir. Ce qui pose des problèmes en France, pays qui a une structure géographique particulière. Donc, encore une fois, tout ceci doit être pensé. C'est donc le succès de quelques entreprises. Par exemple, aux États-Unis, un tiers de la croissance de la productivité, c'est Walmart. Alors, quand j'entends parler de l'industrie, Walmart utilise au moins autant d'informatique que Dassault, qui est de l'autre côté de la barrière, la bonne selon vous. Ce qui est important, c'est le mécanisme de destruction créatrice, c'est-à-dire la mort des firmes peu productives et l'entrée d'entreprises productives. Et de fait, les entreprises qui réussissent sont dès le départ innovantes et productives. Encore une fois, j'insiste, les entreprises naissent d'une certaine manière et c'est rare qu'elles se transforment. En France, vous le savez, il y a des groupes, il y a un certain nombre de mécanismes de frein à la compétition, à la concurrence. Et donc, ce qui fait qu'on a l'impression que seuls les gros groupes peuvent réussir. Mais ce sont nous qui avons mis en place des institutions qui empêchent la concurrence. Et dans le fond, les grandes écoles, c'est aussi un des moyens qu'ont trouvé les grandes entreprises en place pour empêcher les petites entreprises de se développer et de croître. Si ça vous intéresse, je répondrai plus précisément à cette question plus tard. Et ce succès, non. Ce succès implique effectivement croissance de la productivité, contrairement à ce que pensent, ce dont ont peur les gens de manière assez raisonnable dans le fond, n'implique pas destruction d'emplois, mais au contraire, c'est la source de la création d'emplois, de la génération d'exportation. Les problèmes qui se posent en France sont très particuliers, encore une fois, parce que quand Alençon perd Moulinex, c'est très compliqué, à cause de la structure du territoire, d'avoir l'effet qu'on a à Paris, c'est-à-dire un effet de portefeuille. C'est-à-dire que quand une entreprise meurt, on n'entend jamais parler de cette mort d'entreprise, parce que les salariés sont entourés, même si ça ne fonctionne pas toujours bien, de transport, ils peuvent retrouver un emploi. Il y a un effet de portefeuille au sens... de portefeuille de marché qui fonctionne. Quand vous êtes à Alençon, ça ne fonctionne pas bien cet effet de portefeuille parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises. Et donc la question de l'organisation du territoire et la question d'où se trouvent les centres d'intelligence, si on peut dire comme ça les choses, c'est-à-dire les universités. Et de ce point de vue, le processus de création d'IDEX est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on ne dit pas d'en haut où sont les bonnes universités, mais par contre on pousse des projets qui se construisent et qui vont faire peut-être les villes, les regroupements de villes du futur. Les déficits d'emploi en France proviennent non pas de l'industrie, mais des services. Et d'ailleurs, dans le fond, cette question des industries contre les services est, excusez-moi, un peu passée. C'est-à-dire que, vu le montant d'informatique qu'il y a dans tout processus industriel, quand on voit ce que sont capables de faire les imprimantes 3D, cette question est totalement saugrenue. Et dans le fond, tout le monde dit maintenant l'Allemagne... effectivement, on nous a rattrapés, mais ça, c'était un choix de Fillon d'aligner tous les SMIC pour des raisons, après les différentes GMR, après les 35 heures. C'est pas moi qui vais défendre les 35 heures, ne comptez pas sur moi là-dessus, mais nous sommes collectivement responsables, dans le fond, d'une situation où les Allemands, qui étaient, vous le remarquerez, qui étaient beaucoup plus chers que nous, à l'inverse, il y a 20 ans, arrivaient à exporter bien mieux que nous. Et notre décroissance, je ne crois pas qu'elle soit liée à cette question des coûts, mais plutôt à des questions de positionnement sur les marchés, quelqu'un l'a évoqué. Et dans le fond, encore une fois, c'est les services où nous avons des défauts. Pourquoi est-ce qu'on a des défauts ? Eh bien, ces services, le commerce, parce que c'est aussi une activité créatrice d'emplois, sont dans des situations souvent protégées avec une absence de concurrence générant des rentes et une absence d'innovation. Encore une fois, ce que prouvent les travaux empiriques, c'est que l'innovation, ça génère de la concurrence. On ne sait pas à l'avance qui est bon, qui est mauvais.
mais en tout cas, les gens sont prêts à se battre. Et il ne suffit pas d'avoir été bon à 18 ans pour avoir le droit à croître. C'est tous les jours qu'il faut le prouver. Si on peut passer au prochain. Donc, le transport routier de marchandises, c'est un exemple magnifique. Le transport, c'est vraiment l'endroit où on aurait le plus pu avoir d'emplois, et dans le fond, on a mis le plus de barrières. En 86, on a supprimé une loi, c'était Balladur, bien inspiré ce jour-là, qui a dit ça ne sert à rien d'avoir une autorisation préfectorale pour transporter des biens de plus de 150 km. Tout d'un coup, le taux de croissance de l'emploi dans ce secteur est passé de 0 à 5% l'année. Il y a eu quelques soubresauts au moment des grèves, vous vous en souvenez, de transporteurs. Mais au total, ce secteur qui avait 170 000 salariés en 86 en avait, autour de la fin des années 90, 340 000, et maintenant il doit en avoir 500 000. Et aurions-nous pu faire la révolution de la logistique si nous n'avions pas eu cette concurrence et cette capacité d'innover? Et qui sait qui va innover encore une fois? Je ne crois pas que les camions, tout d'un coup j'ai un trou de mémoire, mais vous savez tous ces camions, d'Entresangle, je ne crois pas que M. d'Entresangle ait fait de grandes études, pourtant il a des centaines et des centaines de camions sur toutes les routes de France. Le commerce de détail, c'est un bon exemple. Ça, c'est un papier de gauche que j'ai écrit. La droite protégeait le petit commerce, et on peut montrer, avec l'effort empirique que j'ai évoqué, que la loi Royer avait détruit de l'emploi en ne permettant pas la création de services riches en emploi, dans le fond, qui étaient dans le commerce de détail, avec des effets causaux directs sur les prix et sur la concentration, c'est-à-dire que nous payons plus cher. Alors, il y a une difficulté particulière en France, c'est la dispersion. Quand on ouvre un supermarché à Bellem, qui est ma ville préférée, Bellem dans l'Orne, les villes les plus proches qui pourraient en bénéficier sont quand même à 20 km. Ce n'est pas comme en Angleterre ou en Allemagne, où la dispersion du territoire et la structure du territoire est totalement différente. Donc il ne faut pas croire qu'on raconte que tout d'un coup, en mettant plus de concurrence, ça va mieux marcher. Ce n'est pas si simple que ça, et nous sommes dans une situation différente de la situation allemande ou anglaise, mais ce n'est pas en mettant un cumul des mandats qu'on arrivera à résoudre les problèmes, et en passant avec une bonne modélisation de l'économie à une commission départementale d'équipement commercial dirigée par les commerçants locaux à un truc dirigé par le même. Les transports de voyageurs, alors ça c'était illégal avant, ça n'est plus illégal maintenant. La loi, nous avons tous crié contre, enfin moi pas, contre Bolkestein, autrement dit la directive service, c'était une grande avancée potentielle. La SNCF est obligée maintenant de laisser des cars. Auparavant on ne pouvait pas monter, on faisait Bruxelles-Paris, on ne pouvait pas monter à Lille, mais on pouvait descendre à Lille. Maintenant on peut monter, mais si on n'est pas trop nombreux à monter à Lille. C'est absolument scandaleux. Les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure de 700 000 personnes prenant le TER par jour, ce sont des bons chiffres à avoir en tête. Je pense qu'il faut avoir ce genre de chiffres en tête pour pouvoir aller contre, dans le fond, les choses complètement inefficaces. Et encore une fois, c'est des arguments, c'est extraordinaire que le service public soit invoqué par la gauche, alors qu'en l'occurrence, les personnes qui bénéficieraient des cars, comme ça fonctionne dans tous les pays du monde, ce sont des vieilles dames. Ce que tu es dans les transports, accélère un peu, s'il te plaît. Oui, c'est bientôt fini. J'ai à peu près un sens d'où je suis. Ici, où il n'y a pas de... ce sont les vieilles dames qui n'ont pas le permis, parce que de toute façon, c'est difficile d'avoir le permis en France et ça coûte très cher. J'en parle pas, mais c'est un élément. Et les étudiants. C'est comme ça que tous les étudiants se transportent dans tous les pays du monde, mais ce n'est pas ce qui se passe en France. Et dans le fond, ils sont obligés de prendre leur bagnole, et ce n'est pas du tout une bonne chose. Ces emplois ne peuvent être déqualifiés. Des exemples, kinésithérapeutes, allons-y. On continue. Vétérinaires, vous voyez, ça c'est la France, le nombre d'étudiants vétérinaires par population, c'est complètement ridicule. C'est un secteur où on voit qu'il n'y a aucune innovation, parce que toutes les règles d'entrée et les règles de détention du capital sont complètement faites pour les personnes en place, c'est-à-dire les vétérinaires, qui n'ont aucune raison de générer de l'innovation. Et donc, au total, ça fait que tout un secteur de l'économie, c'est comme ça qu'on ne devient pas l'Allemagne. C'est comme ça qu'on ne devient pas l'Allemagne. C'est en ne permettant pas la concurrence, le développement d'innovation et de tout un ensemble de produits qui pourraient aller aux personnes qui ont des animaux. On a beaucoup d'animaux en France, plus que tous ces pays qu'on a mis en ligne. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que si on parle de croissance de la productivité, on a parlé de mort d'entreprise, de naissance d'entreprise, il faut absolument que les salariés... Il y a déjà beaucoup de rotation d'emplois chaque jour, beaucoup de CDD vous savez, il y a 18 millions de déclarations uniques d'embauche chaque année. C'est énorme, 18 millions, mais c'est parce que beaucoup de gens ont des déclarations uniques d'embauche pour une journée, pour moins d'une semaine. Et les gens sont, pour de
bonnes raisons, de leur point de vue, sont terrées dans leur vieil emploi peu productif. Et les entreprises qui voudraient croître, on se demande pourquoi les entreprises ne croissent pas, c'est parce que beaucoup des salariés ont peur de quitter leur emploi pour de bonnes raisons. C'est pas que c'est des trouillards, c'est que beaucoup de leurs droits sont attachés à leur ancien emploi et pas du tout au nouveau. Donc on peut leur dire « bougez-vous les fesses », ça n'ira pas très loin, ça n'aura pas beaucoup d'efficacité. En plus se rajoutent dessus les problèmes de logement et les problèmes de transport. Et donc, simultanément, si l'on veut penser à de la croissance, il faut aussi penser à réformer le contrat de travail, mais là j'ai dépassé mon temps. Merci Francis. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions sur, au fond, cette vision d'économiste. Ce n'est pas un problème de coût, mais c'est un problème de concurrence dans les services qui manquent. Alors, Philippe François, après le marché du travail, la retraite, ou les retraites, et... Oui, donc il était dit plusieurs fois que les réformes de retraite avaient été faites en partie au moins, mais il y a un sujet qui n'a pas été traité, évidemment, c'est la retraite par capitalisation. Alors je sais que parler de ce sujet à notre époque et en 2011, c'est une folie, tellement avec le crack de la bourse et des choses comme ça, mais c'est quand même un sujet qui est, je crois, extrêmement important. Donc dès qu'on en parle, il faut immédiatement balayer de quelques préjugés, et les deux mots magiques, c'est Enron et Maxwell. Parce que les salariés de ces deux entreprises ont perdu plus ou moins leur retraite quand ils ont fait faillite. Donc ça, on ne peut pas ouvrir une discussion sans qu'on vous dise Enron, Maxwell. Donc vous savez que Enron, c'est une société très brillante, mais malheureusement, les retraites des salariés étaient mises dans des actions Enron. Donc évidemment, quand l'entreprise a fait faillite, les gens ont perdu leur salaire et leur retraite. Et ce n'est pas une retraite par capitalisation telle qu'on la recommande, c'est vraiment une très très mauvaise solution. Maxwell, c'était différent. Il y avait apparemment des malversations où l'entreprise adossait ses finances aux caisses de retraite, qui étaient apparemment bien gérées et très, très, très diversifiées. Mais ce n'est pas non plus une solution d'adosser les retraites de l'entreprise à l'entreprise. C'est pas aux finances de l'entreprise. Il y a que la SNCF le fait, bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas une référence. Donc, ceci étant dit, il y a deux autres peurs qui sont très curieusement écrites dans des livres qui sont apparemment sérieux et bien documentés. C'est qu'est-ce qui se passe si je rentre en plein milieu d'une bulle interne, d'une bulle. Et qu'est-ce qui se passe si je m'en vais au moment où c'est un crack. Alors évidemment, rentrer au moment d'une bulle pour la retraite, ça n'a aucun sens puisqu'on cotise pendant 40 ans. Donc ça, c'est un argument qui n'a aucune valeur d'aucune sorte. Le deuxième, c'est aussi surprenant que les économistes en parlent, puisqu'on peut voir dans la presse des assureurs tout à fait ordinaires qui montrent comment, quand on s'approche de la retraite, on commence à changer son panier d'investissement. On passe d'actions à l'obligation ou à l'immobilier ou des choses comme ça. Donc ces deux arguments qui sont utilisés pour faire peur et très très souvent utilisés sont évidemment des choses qui ne sont pas recevables. Donc pour rassurer les personnes, j'ai pris 4 caisses de retraite par capitalisation, dont une est évidemment tout à fait frappante, puisque c'est celle des fonctionnaires français. C'est le régime additionnel de la fonction publique française, qui est fait pour prendre en compte les primes des fonctionnaires. Jusqu'à présent, les primes des fonctionnaires n'étaient pas du tout prises en compte, donc effectivement, notamment pour les fonctionnaires, ça posait un problème assez sérieux. Donc cette caisse a été créée en 2003. Donc ça fait même pas 10 ans qu'elle existe. Et bon, les résultats ne sont pas extraordinaires, bien sûr, mais elles sont pas du tout... c'est plutôt un fiasco, si vous voulez. En gros, la rentabilité est de 1 ou 2% par an, mais c'est pas du tout une catastrophe comme on pouvait le craindre. Le suivant, c'est le fonds de réserve des retraites, qui lui est plus ancien, qui contient pour être 30 à 40 milliards d'euros. Et c'est pareil, ce fonds est géré par tout un tas de banques internationales, japonaises, anglaises, françaises et autres. Sur appel d'offres, c'est contrôlé. Il y a des tas de conseils d'administration extrêmement sérieux qui s'occupent de ça. Et donc, sur une vingtaine d'années, les résultats de cette caisse de retraite est à peu près satisfaisant. Évidemment, avec la crise de 2007 et actuelle, c'est pas brillant comme ça aurait pu l'être. Mais c'est pas catastrophique du tout. Donc, c'est pas... Le troisième cas, c'est en Suède. Vous savez qu'ils ont réformé toutes leurs retraites. Ils ont créé un système de retraite par répartition assez unique dans le sens pour tout le monde le même, et qui est complété par un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire qu'à peu près 10% des cotisations sont versées dans des fonds très très divers,
par capitalisation. Et en Suède non plus, malgré la crise, les fonds de pension n'ont pas été une catastrophe qu'on pouvait craindre. Mais la référence évidemment mondiale, on peut dire, c'est les fonctionnaires de Californie qui, eux, ont la durée pour eux, c'est-à-dire que ça fait au moins 50 ou 60 ans qu'ils gèrent leur retraite par capitalisation dans ces fonds-là. C'est pour les fonctionnaires de Californie, qui sont très très nombreux, bien sûr, ils sont presque aussi nombreux qu'en France, c'est un grand pays, qui ne posent pas de problème depuis 50 ans. Alors évidemment, au moment de la crise de 2008, on a vu dans la presse 30 milliards de déficit, de pertes sur les fonds. Alors évidemment, les gens ont pensé que 30 milliards, donc la caisse avait disparu. Mais 30 milliards sur 200 ou 300 milliards, c'était certainement une perte très sérieuse, très ennuyeuse, mais ce n'était pas une catastrophe comme on l'annonçait dans la presse. Et depuis ce temps-là, ils ont récupéré la plupart ou même la totalité de leurs fonds. Alors pourquoi on défend la capitalisation? Bon, est-ce que ce serait plus rentable que la répartition? Bon, c'est un débat très compliqué. Par exemple, Thomas Piketty a montré dans ses rapports que la capitalisation pouvait, sur une très longue durée de 50 ans, rapporter de 7 à 9% par an. C'est débattu, ce serait formidable. Donc ce n'est pas l'argument que je défendrais en priorité. L'argument en priorité, c'est les suivants. C'est d'abord la transparence. Il est quand même extraordinaire qu'en France, les salariés notamment consacrent 25% de leur salaire tous les mois à la retraite, c'est-à-dire 10% pour eux, 15% pour leur employeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 4 000 euros tous les mois, il met 1 000 euros de côté pour sa retraite. Et après ça, il n'en entend plus jamais parler. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible, personne ne comprend comment ça marche. À la fois, il y a la retraite sociale qui s'occupe des 25 meilleures années, qui sont réévaluées en fonction de l'inflation, c'est très très compliqué. Et d'autre part, vous avez les retraites AG-Carco qui sont par points, avec la valeur des points, qui sont calculées de façon... qui sont rigoureuses, bien sûr. Je ne dis pas du tout qu'il y a de fraude, hein, mais qui sont... Alors là, par contre, c'est toute la carrière qui est prise en compte. Donc personne ne comprend rien, même les cadres, on va dire, même personne ne comprend rien à comment ces fameux 1 000 euros par mois qu'on met dans sa retraite, qu'est-ce qu'on va récupérer au bout de 30 ou 40 ans. Donc ça, à faire un peu de clarification et de clarté sur ce sujet, c'est-à-dire que les gens se disent, j'ai mis, quand j'ai 40 ans, j'ai déjà mis 50 000 ou 100 000 ou 200 000 euros de côté, comment ça va se produire, j'ai ça dans mon capital que je comprends, comment ça va se traduire en retraite plus tard, c'est très très important. Donc la transparence et la responsabilité personnelle, ça nous semble extrêmement important. Le point suivant, c'est été exposé plusieurs fois, c'est évidemment le financement de l'économie. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui disent, certains économistes disent, de manière capitalisation, répartition, c'est pareil, les retraites dans 30 ans, elles dépendront de l'état de l'économie française dans 30 ans. Et c'est vrai, à vrai dire, parce que si l'économie française est lamentable dans 30 ans, répartition, capitalisation, les retraites sont très faibles. Mais justement, au lieu de regarder ça avec stabilité et sans rien faire, la capitalisation, on fait quelque chose. C'est-à-dire que ces capitaux qui sont mis de côté dans des fonds, ils sont investis dans l'économie. Donc on pense qu'une des critères, une des méthodes pour développer l'économie dans 30 ans ou dans 40 ans, c'est justement qu'il existe des fonds de pension, comme à l'étranger dans beaucoup de pays. Le point suivant, c'est on pense que, comme vous savez, les Français sont spécialement nuls en économie, extrêmement nuls, et ce fait d'avoir un capital, on sache qu'on a 100 000 euros, 50 000, 200 000, 300 000, et qu'on s'intéresse un tout petit peu, même de loin, à qu'est-ce qui devient, c'est une façon d'intégrer les Français dans la société actuelle. On vit dans une société capitaliste, d'économie de marché, c'est un fait. On peut souhaiter vivre ailleurs, mais c'est comme ça. Et ce serait essentiel que les Français, par exemple, comprennent qu'un dividende, ce n'est pas un vol, ou un loyer, ce n'est pas strictement un vol de celui qui est propriétaire, mais que les gens soient intéressés et comprennent que les capitaux doivent rapporter quelque chose, ne serait-ce que pour leur retraite. Ce qu'ils ne comprennent absolument, évidemment, ils ne peuvent pas avec la répartition, ce n'est pas un sujet qui se pose du tout. Alors, vous pouviez aller vite maintenant. Oui, d'accord. Donc on propose évidemment pas du tout de passer à la retraite par cotisation à 100%. En Allemagne et en Suède, c'est 10% des cotisations qui sont mises de côté pour la capitalisation. Donc on pense qu'en 2013, au moment où la réforme, une sorte d'unification des retraites pour tout le monde sera mise en place, c'est très important qu'en France aussi, on réserve à peu près 5 ou 10% des cotisations pour les mettre dans la cotisation
quitte évidemment plus tard, en 10 ans, dans 20 ans, à l'augmenter progressivement. Merci. Merci beaucoup. Alors, même sujet sur la retraite, professeur Bichot. Oui, pour enchaîner avec Philippe François, qu'est-ce qu'un faux droit? Eh bien, un droit, c'est quelque chose de juridique. C'est le fait de pouvoir acquérir un certain nombre de biens ou de services. Mais l'enveloppe juridique, nous explique Jacques Rueff, n'est pas forcément le reflet exact du contenu du droit en question. Lorsque nous avons, par exemple, de l'épargne correspondant à l'endettement des États, il est assez clair qu'en face de cette épargne, nous pensons qu'il y a quelque chose. En réalité, il n'y a rien, puisque, comme M. Pebro l'expliquait fort bien tout à l'heure, ça n'a pas été la contrepartie d'un investissement, mais la contrepartie de déficits successifs. En matière de retraite, nous sommes également dans une situation de faux droit, qui a été fort bien expliquée par... D'ailleurs, c'était presque un compagnon un condisciple de Rueff, parce que l'un était de la promotion 1919 et l'autre de la promotion 1920, le parlait d'Alfred Sauvy. Alfred Sauvy a expliqué une chose toute simple à propos des retraites par répartition cette fois, à savoir que nous ne préparons pas nos retraites par nos cotisations vieillesse, mais par nos enfants. C'est l'évidence même, les cotisations vieillesse sont données aux retraités, et comme le disait Sauvy une fois en répondant à une journaliste du Monde avec une pointe d'humour, celle-ci lui reprochait de toujours dire si la démographie n'est pas suffisamment bonne, nos régimes de retraite n'iront pas très fort. Et elle disait, mais moi j'ai des droits, et par conséquent, le jour où je prendrai ma retraite, on me versera ce qui m'est dû, point ligne. Et Sauvy lui répondait, écoutez madame, vous avez cotisé, vous pensez que ça vous donne des droits? Détrompez-vous, vos cotisations, on me les reverse mois après mois, je voyage avec, je fais des choses intéressantes, mais bien évidemment, il ne vous en restera rien quand ça sera à votre tour de prendre votre retraite. Et vous serez contente qu'il y ait des enfants d'aujourd'hui qui seront devenus des travailleurs et qui vous payeront votre retraite, c'est-à-dire dont vous utiliserez en fait une partie de ce qu'ils produisent. Nous avons donc un système de faux droits en matière de retraite, car il n'y a rigoureusement aucune raison qui puisse pousser à attribuer des droits à pension au prorata de ce que nous versons en faveur de nos aînés. Il y aurait toutes les raisons, en logique économique, pour que ce soit l'investissement réalisé, c'est-à-dire l'éducation des enfants, que ce soit ceux qu'on élève dans sa propre famille ou l'argent qu'on donne pour, par exemple, faire fonctionner l'éducation nationale, qui servent de base à l'attribution des droits à la retraite. Nous avons eu des problèmes énormes en la matière parce que nous avons laissé croire aux générations du baby-boom, qui ont eu un peu moins de 2 enfants par femme, qu'ils pourraient avoir des retraites aussi généreuses que leurs parents, qui eux avaient eu à peu près 2,8 enfants par femme. Et si vous me trouvez un moyen pour que, en ayant mis dans un fonds de pension 2800 euros au lieu de 2000, enfin disons 2000 au lieu de 2800, on est autant avec les 2000 que si on avait mis les 2800, vous me le direz, je ne crois pas que beaucoup de gens en soient capables. Naturellement, dans une situation démographique où la natalité est faible, on a des retraites 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, qui sont plus faibles que si la natalité avait été meilleure. Donc nous sommes dans une structure de faux droits en matière de retraite. Mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi je vous ai préparé disons cet exercice de comptabilité nationale extrêmement simplifié. Nous sommes actuellement dans la situation de gauche, c'est-à-dire avec une production de 100, nous avons une distribution de revenus de l'ordre de 110. Alors, il s'agit naturellement pas seulement des revenus des ménages, aussi des revenus des entreprises, et c'est le revenu brut qui comprend les amortissements. Sur ces 110,
Nous en utilisons grosso modo 80 pour consommer, 25 pour investir, et puis pour consommer, disons, ce que nous avons produit, et puis nous avons un déficit extérieur parce que, ma foi, en ayant une production de 100 et consommation plus investissement de 105, naturellement, il y a un déficit de la balance commerciale. Donc 5 de déficit extérieur et également une fausse épargne, puisque les gens ont bel et bien cru qu'ils avaient 110 euros ou 110 milliards, etc., à dépenser. En réalité, ils n'en avaient que 100. Ils ont épargné trop, une épargne qui ne correspond à aucune richesse réelle. On est dans le domaine des faux droits. Grosso modo, l'égalité qui correspond à ce tableau, c'est que la somme de la production et du déficit extérieur, ce qui est disponible finalement pour notre consommation et notre investissement, c'est égal au revenu moins la fausse épargne. Et cette fausse épargne, actuellement, en France, est assez importante. Que faudrait-il faire pour être dans une structure à vrai droit? Eh bien, passer au tableau de droite, c'est-à-dire avoir une production de 110 au lieu de 100, pour des revenus de 110, avec laquelle on pourrait consommer un petit peu plus, pas beaucoup plus, disons par exemple 83, avec laquelle on pourrait investir plus. Vous voyez que la proportion d'augmentation pour l'investissement est supérieure à celle de la consommation. À ce moment-là, nous aurions un déficit extérieur nul et une épargne inférieure, mais qui serait entièrement de la véritable épargne. Les revenus d'activité seraient plus importants, les revenus de transfert seraient moins importants, car, bien évidemment, dans la distribution de faux revenus, c'est les revenus de transfert qui se taillent la part du lion. Nous finançons une grande partie de la distribution de prestations sociales à crédit. Donc voilà ce vers quoi on devrait, me semble-t-il, tendre. Est-ce que c'est possible en jouant notamment sur les retraites? Alors je ne vais pas vous expliquer comment, nous n'avons pas le temps. Je suis un chaud partisan des réformes structurelles en matière de retraite, mais ce serait trop long à exposer. Je voudrais simplement expliquer que pour produire plus, il faut qu'il y ait plus de monde à travailler, et qu'en France, nous sommes dans une situation où les jeunes ne travaillent pas, les vieux ne travaillent pas. Les deux segments de l'échelle des âges, c'est-à-dire les moins de 25 ans d'un côté et les plus de 55 ans de l'autre, ont des taux d'emploi extrêmement faibles par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. 32% pour les 15-24 ans, 38% pour les 55-64 ans. Si vous allez, on fait souvent la comparaison avec l'Allemagne, alors prenons l'Allemagne, 45% au lieu de 32% pour les jeunes, 52% au lieu de 38% pour les seniors. Nous sommes dans une situation complètement différente. Je ne vais pas parler ici de l'augmentation du taux d'emploi au niveau des jeunes, ce serait un sujet de première importance, bien entendu, mais au niveau des retraites, si, par des méthodes peut-être plus intelligentes que celles que nous essayons, que nos gouvernants essayent de mettre en place actuellement, on arrivait à avoir un recul effectif, car ce qui compte, ce n'est pas la question légale, c'est la question réelle. Si nous avions un recul effectif de l'âge de la retraite, voilà qui serait une solution intéressante pour avoir plus de personnes au travail et faire passer notre production de 100 à 110. Est-ce que ça poserait un véritable problème? C'est pour ça que je vous ai donné ce tableau, ces chiffres qui viennent tout simplement d'Eurostat. C'est que nous remarquons que les pays où il y a à la fois, que les pays ont à la fois beaucoup de jeunes et beaucoup de seniors au travail, ou au contraire peu de jeunes et peu de seniors. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle l'emploi d'un senior volerait l'emploi d'un jeune est absolument contraire à l'enseignement statistique. Donc il y a une possibilité, il y a un chemin
Je ne dis pas qu'il est facile à emprunter, mais il y a un chemin pour aboutir à une situation où nous aurions plus de production et une économie à vrai droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Alain Mathieu, question de cette fois-ci fiscalité, mais en nous brossant un peu le tableau général des prélèvements obligatoires. Voilà. Oui, bon, vous voyez. Et encore une comparaison France-Allemagne. Oui. C'est la période. Est-ce que ça marche? Bon. On voit. C'est bon, on Tout le monde entend? voit, oui, oui. Bon. Oui, bon, mon sujet est en principe plus large que le France-Allemagne. C'est un sujet d'actualité. C'est le sujet de la convergence entre les économies de la zone euro. Vous savez que s'il y avait une convergence actuellement entre ces économies, notamment celle du Sud et celle du Nord, et si les critères de convergence, 10 critères de Maastricht, étaient respectés, nous n'aurions pas la crise que nous avons en ce moment. Alors c'est un sujet vaste et je l'ai limité volontairement à l'essentiel, c'est-à-dire aux deux économies les plus importantes de la zone euro, qui sont celle de la France, celle de l'Allemagne. Quand vous faites la comparaison, en se limitant encore aux chiffres les plus importants, les plus significatifs, vous constatez que les prélèvements obligatoires de l'Allemagne sont inférieurs à ceux de la France de 7,8% en moyenne sur les 5 dernières années. Alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Quand j'ai mis le chiffre de 73, c'était l'inverse. C'était l'Allemagne qui avait plus de prélèvements obligatoires que la France, de 1,2%. Et l'essentiel de la différence entre les deux pays, c'est ça le chiffre important, c'est le seul que vous ayez à retenir dans ce tableau, c'est le 7. 7% du PIB, c'est-à-dire 140 milliards d'euros, c'est la différence de prélèvements obligatoires sur les entreprises entre la France et l'Allemagne. C'est un chiffre considérable. C'est un chiffre, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour savoir pourquoi les entreprises françaises ne sont pas compétitives. Il suffit de regarder ce chiffre. 7% du PIB, 140 milliards. Les entreprises françaises, avec cette charge-là, ne peuvent pas être compétitives vis-à-vis des Allemandes. C'est très clair, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez géré une entreprise, si vous avez une surcharge à ce point-là de charge par rapport à vos concurrents, vous ne pouvez pas être compétitif. Comment se distingue, comment s'analyse ces 7%? Il s'analyse à 4,5% sur les cotisations sociales patronales et à 2,5% sur les impôts. Et quand vous regardez où sont les cotisations sociales patronales, en gros, les cotisations sociales patronales, il y a un excellent tableau qui est fait dans le rapport de la Cour des comptes qui a comparé la France et l'Allemagne sur les cotisations sociales patronales et salariales. Et ce tableau dit il y a égalité. Pardon, ça n'entend pas? Je crois qu'il ne marche pas, la voix est très bonne. Ah bon? Ah bon, d'accord. Donc, oui, excusez-moi. Donc le tableau de la Cour des comptes dit en Allemagne, il y a égalité entre les charges sociales patronales et les charges sociales salariales, à 19% du salaire. En France, il y a égalité avec l'Allemagne pour les charges sociales salariales. On est aussi à 19% des salaires. Et en revanche, les charges sociales patronales, elles, sont le double des allemandes. Elles sont à près de 40%. Voilà ce qui explique la différence de charges sociales patronales par rapport à l'Allemagne. Alors, où on les voit, il y a des charges sociales patronales qui n'existent pas en Allemagne et qui existent en France. Les allocations familiales, 5,4% des salaires, elles sont affectées au salaire en France et pas en Allemagne. Ce sont des impôts qui les financent. Le versement transport, la formation, le 1,6%, le logement, 0,45%, tout cela, ça n'existe pas en Allemagne. Vous avez aussi des différences sur les taux des charges sociales patronales. C'est la ligne du bas, je ne sais pas si vous pouvez la lire, je vous l'ai dit. Les cotisations d'assurance maladie, 12,8% contre 7,3%, ça fait 5,5% d'écart sur les salaires. Pour la vieillesse, 4,4% d'écart sur les salaires. Pour le chômage, vous avez 4,4 contre 1,4, 3% d'écart. Alors comment ça s'explique? C'est, par exemple, pour l'assurance maladie. Pour l'assurance maladie, les Allemands ont contrôlé leurs frais. Comment ils ont fait? C'est essentiellement les frais des hôpitaux. Les hôpitaux en Allemagne, il y avait une différence, comme vous le savez, il y a une différence de remboursement par la sécurité sociale
entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. En France, elle est actuellement de 35%, plus favorable, enfin supérieure de remboursement pour les hôpitaux publics. En Allemagne, ils avaient la même chose, mais ils ont fait ce qu'ils appellent la convergence, c'est-à-dire ils ont fait la convergence entre les tarifs de remboursement des hôpitaux publics et privés. Ils l'ont fait en 4 ans, et en 2009, c'était terminé. En France, on est toujours dans ce processus aussi. Il y a eu une loi de 2006 qui a prévu la convergence, qui avait dit qu'elle serait faite en 2012, et en fait, elle a été reportée par Roselyne Bachelot à 2018. Donc, vous avez une différence très importante. Alors, quand vous remboursez, parce que la convergence se fait par la baisse, c'est essentiellement les hôpitaux publics, les remboursements qui s'alignent sur ceux des privés. Quand vous le faites, vous mettez bien sûr des hôpitaux en déficit. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'ont fait les Allemands. Ils ont mis leurs hôpitaux en déficit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre le problème? Ils ont privatisé ceux qui étaient en déficit. Il y a eu une centaine d'hôpitaux en Allemagne qui ont été privatisés. Et donc, les autres se sont remués, évidemment, pour ne pas être privatisés. Et ils ont réussi à retrouver l'équilibre dans leurs hôpitaux. Si vous prenez la vieillesse, bon, vous le savez, c'est l'âge de départ. Je vais vous accélérer, pardon. D'accord. Alors, je passe sur le chômage. Tableau. Alors, le deuxième tableau, c'est l'explication. Pourquoi y a-t-il une différence aussi importante de 7,8%, on l'a vu, sur les prélèvements? C'est parce qu'il y a une différence de dépenses publiques. La différence de dépenses publiques, elle est actuellement de 8,6. En réalité, la Commission européenne a dit qu'elle serait de 10,5% du PIB cette année, en 2011. Et comment s'analyse cette différence? S'il y a un chiffre à retenir dans ce tableau, il n'y en a qu'un, c'est le 6. 6%, c'est sur les rémunérations de la fonction publique. La fonction publique, en France, ces rémunérations coûtent 13,5% du PIB, en Allemagne 7,5%. Presque 80% de plus en France qu'en Allemagne. Alors comment on l'explique? D'ailleurs, vous avez l'explication dans les 2 lignes qui suivent, une partie de l'explication. Les salaires des enseignants, non pas qu'ils soient inférieurs en Allemagne, ils sont au contraire plus élevés. Mais les enseignants en Allemagne sont des enseignants à plein temps. Ils sont 43 heures dans le secondaire, 43 heures par semaine dans leur établissement. En France, c'est une moyenne de 15 heures de présence obligatoire. Ça fait une sacrée différence. Les retraites publiques, 2,5% du PIB, c'est considérable. 2,5%, ça correspond à 50 milliards d'euros par an de différence qu'il y a sur les retraites seules de la fonction publique. C'est énorme. Bon, l'explication, vous la savez, elles ne sont pas calculées de la même façon. D'abord, les fonctionnaires d'État, en tout cas, partent 3 ans avant les autres, les privés en retraite. Et en plus, le calcul n'est pas fait de la même façon, les 6 derniers mois ou les 25 meilleures années. Bon. Vous avez d'autres explications que je peux vous donner sur ces rémunérations de la fonction publique. L'absentéisme n'est pas le même. On a parlé récemment du jour de carence, qu'on a fini par imposer aux fonctionnaires, alors que dans le privé, c'est 3 jours de carence. On voulait passer à 4 d'ailleurs. Finalement, il y a un député qui s'est dévoué, qui a dit si on faisait l'égalité, 3 contre 3. Bon, il n'a pas été suivi, mais on a quand même mis un jour de carence pour les... Bon, ça explique une grande partie de l'absentéisme, qui est le double dans la fonction publique par rapport au secteur privé. Vous avez les 35 heures. 35 heures n'existent pas en Allemagne. Et elles n'existaient pas en France, d'ailleurs, après les lois Aubry. Ce sont des décrets, certains 2 ans après les lois Aubry, qui ont fait qu'on a fait les 35 heures de la fonction publique. On pourrait très bien faire des décrets qui diraient le contraire. Alors, les dépenses publiques sociales aussi représentent une part significative, 3,2% de différence avec l'Allemagne, dont on en a parlé tout à l'heure des retraites. Le logement également représente une part significative, très significative, 1,3% du PIB. Alors, l'explication, c'est que les Allemands, depuis une dizaine d'années, ont privatisé la moitié de leur HLM. Et donc, c'est les villes, d'ailleurs, qui l'ont fait. Ça s'est commencé par tous les logements d'Allemagne de l'Est, bien entendu, qui étaient entièrement publics et qui sont devenus privés. Ils les ont vendus en bloc à des sociétés financières américaines qui, elles-mêmes, les ont rénovés et les ont revendus, en général, aux occupants. Vous avez les dépenses publiques de loisirs, culture et culte. Bon, je vais peut-être terminer mon temps de parole. Oui. Vous verrez simplement juste en bas que l'une des raisons d'explication de cette situation, c'est qu'en France, on a privilégié le social depuis 10 ans, les 35 heures, CMU, APA, PPE, etc., alors qu'en Allemagne, on a privilégié la compétitivité des entreprises. Et c'est maintenant pour cela que les entreprises allemandes sont compétitives. Juste un mot, si vous voulez en savoir plus,
mon livre, Ces mythes qui ruinent la France, qui explique quelles sont les raisons pour lesquelles la France n'est plus compétitive. Alors, le dernier intervenant, Bernard Zimmern, on va peut-être faire un retour en arrière sur l'emploi. Je ne crois pas le sujet de départ. Il va finir à 4h15. C'est pas encore. Alors j'enchaîne très vite. Je pourrais repartir de la réflexion du professeur Bichot qui me paraît importante. C'est que nous avons en effet un manque d'emploi des jeunes et des plus vieux. Et quand on regarde au total, comparé à l'Allemagne ou à l'Angleterre, à population égale, et que nous concentrons sur l'effectif marchand dans l'industrie, nous avons environ 3 à 5 millions de moins d'emplois marchands que nos deux voisins du Nord. Ce qui entraîne en partie une augmentation des charges pour ceux qui continuent de travailler. Et depuis 2005, nous avons créé parallèlement à l'IFRAP une association qui s'appelle l'Institut de recherche sur la démographie des entreprises pour essayer de mieux comprendre ces problèmes, car bien évidemment, si nous n'avons pas assez d'emplois marchands, c'est qu'il y a un problème du côté des entreprises. Et je voudrais dire tout de suite que je suis absolument d'accord avec l'analyse de Francis Kramartz, parce qu'en effet, beaucoup de freins posés par l'État font que des emplois ne se créent pas. Et nous avons par exemple calculé que si on libérait la santé, car elle est beaucoup plus contrainte qu'on ne pense, on pourrait créer environ 1 million d'emplois supplémentaires. Mais ce n'est pas l'angle que je voulais prendre aujourd'hui. L'angle que je voudrais aborder, mais très brièvement parce qu'il ne reste pas de temps, et c'est le mystère qu'a constitué pour nous pendant des mois le fait que d'une part nous créons beaucoup moins d'entreprises nouvelles que les Anglais et les Allemands, environ la moitié. Nous créons 2 à 3 fois moins d'emplois nouveaux dans ces entreprises. Et que non, ça c'est le premier graphique si vous voulez bien le projeter. Donc vous avez le nombre d'entreprises, puis nous avons le nombre d'emplois. Ça nous fait un retard d'environ, en nombre absolu, 200 000 emplois pas créés sur l'Allemagne tous les ans. Si nous passons ensuite, ça c'est donc pour les entreprises nouvelles telles qui se créent. Je parle là d'entreprises créées avec un emploi, qui est devenu le standard international qui va être appliqué en France et en Europe. Il y a une confusion qui a été, je ne dis pas organisée, mais qui existe du fait que l'on publie le nombre d'entreprises créées, beaucoup de ces entreprises n'ayant pas de salariés. J'ai créé moi-même 10 entreprises dans mon existence qui avaient 0 salarié, qui étaient simplement ce qu'on appelle des pass-through en anglais, des coquilles vides. Les entreprises créées avec salariés, nous en créons 30 et 40 000. Les Allemands et les Anglais sont depuis très longtemps aux environs de 80 100 000, et donc avec cet écart en emploi. Nous nous sommes penchés récemment sur un autre aspect, qui était les emplois créés par les entreprises existantes. Il existe, l'OCDE a défini il y a 1 an ou 2, ce qu'on appelle en anglais les high growth firms, les firmes à forte croissance, c'est-à-dire celles qui font plus de 20% de croissance d'emploi sur 3 ans successifs, avec plus de 10 salariés au départ. Et là, nous sommes aperçus à notre grande stupéfaction qu'Inxel n'avait publié aucun chiffre. Nous sommes arrivés à les reconstruire à partir des publications de l'INSEE, à partir des bilans, etc. Et nous avons pu comparer avec les chiffres anglais. Nous avons là aussi 2 fois moins de high growth firms en gros que les Anglais. Et ça nous crée un écart en emplois créés par an d'environ, eux sont 1,3 million de création et nous sommes à 600 000, donc ça fait dans les 700 à 800 000. Alors le mystère avec tout ça, c'est que ne créons pas assez d'entreprises nouvelles pour créer des emplois, ayant des entreprises qui existent, qui créent beaucoup moins d'emplois parce que c'est le bloc point, comment se fait-il que quand même l'emploi français croisse, avec ce retard dont j'ai parlé de 3 à 5 millions, mais croisse quand même comme les Allemands et les Anglais? Et la réponse, alors là je ne vous la livre pas comme une affirmation, je la livre plutôt comme une question, parce que non, les études sont trop récentes, elles n'ont pas été discutées, mais il nous semble, c'est ça la dernière question, les derniers graphiques, donc, excusez-moi, ce graphique que vous voyez là, c'est le nombre d'emplois créés, vous voyez qu'on est mieux que les Anglais, on est moins bien que les Allemands, et passons tout de suite à la dernière slide, merci.
nous sommes aperçus que le gros des emplois créés en France paraît être créé par l'aide à la personne, ce qui n'existe pratiquement pas en Angleterre. Et donc la question qui se pose à nous, est-ce que cet apparent mystère d'une croissance qui paraît à peu près normale, alors que quand on regarde au fond, ni les créations d'emplois, ni le développement d'entreprises existantes ne le justifient, la question qui se pose à nous, est-ce que nous n'avons pas tenu un peu près la corde? Est-ce qu'on n'a pas maintenu le chômage dans des limites acceptables avec des petits boulots? Et le dernier graphique, mais je ne vais pas poursuivre parce que je crois que le café vous attend. Le dernier graphique tente de montrer que les endroits où il y a eu vraiment de la croissance, ou dans les endroits durs, où il faut vraiment des industries sérieuses, eh bien, on les trouve en Allemagne, malheureusement pas en France. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous cinq.